Chapitre 6. Myosocom, la contre-contre-attaque. 12 déesses à la plastique 2 par 2. Désir fantastique dont les dieux sont avides. Le vertige nous la coupe au complexe hasardeux. Resserre-nous de la soupe dans nos bolinettes bien vides. Giovanna atterrit à Myosocom, la seconde cité comme indiqué sur les anciennes cartes du temple, où elle fut accueillie par le sénateur Boris Fenwick, le démon chariste. Cette petite bourgade fourmillait autrefois de centaines d'âmes, mais lorsque les ténèbres prirent possession des lieux, la population se réduisit considérablement par des disparitions inexpliquées, des fugues, des maladresses et actes illogiques, pour ne plus compter qu'un millier d'individus. L'immense altruisme du régisseur avait néanmoins réussi à sauver les apparences, et la cité était en paix malgré l'ambiance. Giovanna était donc sur ses gardes après avoir lu tout ça. Un des vaisseaux impériaux avait échappé au désastre et pu rejoindre le centre de commandement. C'est Flore, cachée derrière une caisse pendant tout ce temps, qui réussit à manœuvrer l'engin autoporté jusqu'à, finalement, le faire atterrir à l'embarcadère principal de Myosocom, grâce au pilotage automatique. N'ayant aucun secret pour le sénateur, ce type de véhicule galactique automoteur attira tout de suite son attention. En effet, Boris était le nouveau directeur de la seule entreprise du village, qui fabriquait, louait et entretenait du matériel de chantier. Usine qui faisait vivre l'ensemble de la population tant il y avait à faire, bien qu'aucune commande n'eût été passée depuis l'avènement du mal. Giovanna eut une révélation. Ce fin connaisseur en technologie avancée pouvait sûrement reconstruire une flotte considérable pour la lui louer, tandis que Flore maîtriserait la coordination astrale automatisée. Elle était refaite. Maintenant, comment aborder la chose avec le démon? Le rendez-vous fut pris et les 3 protagonistes se rejoignirent secrètement dans un endroit sordide situé à l'arrière de l'usine où sont stockées les dernières nouveautés. Les négociations commencèrent sur les chapeaux de roue et les insultes volaient de toutes parts au sujet du coût de la location des futurs 100 000 vaisseaux cargo et des 3 destroyers stellaires. Le prix était incroyablement fantastique et solidement immatériel. Ce que souhaitait en échange le sénateur démon, apprendre la farandole maléfique. Flore la foireuse se retrouvait encore dans les meilleurs plans, les meilleures conditions et dans les pires situations possibles. Elle pensait qu'elle n'y était pour rien, que le destin lui jouait des tours de magie, et c'est exactement ce que je pensais aussi. Flore connaît la farandole maléfique, c'est son cousin qui lui a appris. Ça tombe bien. Giovanna était ravie de l'entendre. Alors sur la planète Anavoag, seule Flore connaissait cette riposte. Eh bien oui, son cousin l'avait appris de la bande des patineurs assoiffés, ses seuls partenaires de la riposte goûteuse dans les quartiers pauvres de la première cité, Axeltium. Flore n'avait rien dit pourtant, et Boris n'avait pas entendu Giovanna. Ils se retrouvèrent autour d'une table dans le hangar réservé aux réserves. Les provisions foisonnaient à mort. Boris les expédia un peu n'importe où pour faire de la place. Il y avait 10 km² pour stocker le matériel à venir, pourvu que tout se passe bien, au calme. Boris aime la viande, il commanda un steak barbare et se l'enfila à sec. Flore prit une petite salade et Giovanna un délicieux pavé de zoupioc. Après ce repas déglingué à la va-vite, Flore compta les pédales de toutes les couleurs et eut bientôt la tête qui tourne. La deuxième journée se leva. Oui, Anavoag se situe dans un système d'étoiles binaires. Les étoiles d'Eroma A et d'Eroma B. Donc la planète gravite autour d'elle en forme de 8 élargies car il y en a toujours une plus grosse que l'autre, en l'occurrence d'Eroma A, et comme Anavoag accomplit sa phase en 35 fractions, ce qui est quand même super rapide, les Anavoigiens ont le privilège d'assister à 2 couchers de Déromas et 4 levées. Pour les marées, ça devient trop compliqué, mais c'est à peu près pareil. Je crois que Yannick n'avait pas encore abordé le sujet. Flore, encore elle, heureusement qu'elle est toujours là, avait plus d'une botte dans son sac. Elle entendit parler Giovanna de la mission de Gulipède et saisit l'occasion de la ramener une fois de plus. « La magie d'Omoxan? Mon cousin me l'a appris aussi, c'est dingue ça, s'étonna Flore. « Tu aurais pu le dire avant tout ce bordel, s'énerva Giovanna. « Quelle est cette magie? » demanda Boris. « C'est un pouvoir qui pourrait par exemple changer les 100 000 vaisseaux cargo en vaisseaux de guerre spatiale, annonça Max Petit Moyen, le géomètre prudent. Top, on est bon. En plus, j'avais peur de le dire à tout le monde, mais je connais la farandole maléfique, mon cousin me l'a appris. Ah là là, vraiment la discussion battait le foin en toute sécurité, saupoudrée de hautes estimes des Galimatias. Les négociations pouvaient enfin commencer.
Flore avait donc les solutions et connaissait cette danse macabre, un rituel maléfique fait de mouvements mécaniques incohérents sur un rythme endiablé. Mais seul le sénateur Boris était au courant des conséquences horrifiques de l'exécution de celle-ci. Giovanna était ravie car il n'y aurait bientôt plus aucun problème à gérer. Elle en avait ras la culasse tandis que le démon, principal et unique actionnaire de son entreprise de BTP, dégraissait manuellement son frein. Après, s'il avait préalablement graissé un système qui à la base permet le ralentissement voire l'immobilisation d'un mécanisme, cela nuit de manière totale à la fonction première qu'est celle du frein Cédric. Fenwick commença doucement à s'impatienter. Ses ancêtres n'avaient pas eu l'occasion de lui transmettre ce rituel par manque de tact et surtout parce qu'ils disparurent suite à un mauvais pas de flexion retourné en demi-courroie, mouvement qui n'avait pas sa place du tout et qui n'avait jamais été enseigné d'ailleurs. Il était à deux doigts d'accéder à la puissance globale. Il suffisait simplement que Flore s'y mette. Giovanna prit acte et alla s'abreuver paisiblement sur un lieu de détente quelconque pour digérer l'ensemble et prendre un selfie. Les négociations fructueuses permettraient de contre-attaquer sans vaisseau cargo et enfin assouvir sa vengeance. Flore installa des tapis adaptés dans les bureaux démoniaques de l'usine, changea les bougies des moteurs et commença l'insoutenable farandole sous les yeux écarquillés comme des boulons du sénateur cariste. L'agent d'entretien, le fameux Pierce Parmigiano, du haut de ses 12 ans d'affinement, fit sortir en urgence tout le groupe. « Soupçon d'amiante une fois !» Le sénateur était ébahi et frustré. Flore allait exécuter ses tâches, mais fut coupé dans la poésie. « Tous aux abris !» chantait Pierce en chantant. Il ne sirotait pas que du gras d'ongle celui-ci. Il n'avait pas le temps pour le moment, son prochain match avait lieu dans 3 fractions. Il quitta l'entrepôt pour rejoindre son équipe dans les vestiaires du stade de Miozocom. Les 150 équipiers réunis, le coach Jeff Cocotte briefa rapidement ses joueurs sur les stratégies vues en entraînement. Le multiflexball, MFB, était le sport populaire sur Anavoag. Toutes les 1000 phases, le tournoi des 5 cités était un événement planétaire de guedin. Axeltium, Miozocom, Solimar, Ikbrizolao et Omoxan jouaient pour remporter la 3601e coupe de MFB. Jeff Cocotte supplia son équipe d'extafiser la matrice. Le match retour Solimar-Miozocom commença sur les roues. Miozocom devait absolument gagner avec plus de 300 entrées d'écart pour se qualifier d'Eurechef. Jeff avait donc sélectionné ses 150 meilleurs joueurs. Les deux équipes se tenaient prêtes à dégager les boules au premier coup de sifflage final. Les 10 parties du terrain à 2 étages commencèrent à s'activer, un seul objectif. Mettre l'adversaire en jeu et le pousser à la faute grave, puis chaque section avait ses 2 boules, une d'environ 20 petites moitiés et l'autre plus petite, 15 demi-moitiés, représentant des Romas A et B. Les joueurs des sections déplaçaient les boules uniquement avec la tête et le dos, en même temps, pour les passer de section en section jusqu'au milieu du haut terrain où un cercle défendu par les keepers les empêchait d'entrer dans un seul trou, situé en hauteur, tel un 3e étage de terrain. Un trou juste assez large pour laisser passer la plus petite boule. Les avant-milieux de Miozocom, Max Tourmenté et Manu Marcon attaquèrent à la 40e sous-fraction. Les 15 suiveurs de chaque section éliminaient les adversaires devant en les mettant en jeu pour faire de la place à Max et Manu. Les 2 meilleurs joueurs du monde effectuèrent des figures hallucinantes de technicité en se passant les boules et en évitant de les toucher avec une autre partie du corps pour ne pas déclencher de fautes sérieuses. Faisant face aux keepers, Max et Manu sautèrent sans prévenir, la grosse boule fut envoyée de plein fouet vers la petite qui ricocha par surprise. Elle entra dans le trou. Les spectateurs hurlaient de joie. Ce coup-là valait 1500 entrées. La victoire était certaine. Jeff Cocotte en chialait putain. Miozocom était qualifié. Pierce se posa une fraction histoire de calmer la goutte, puis retourna à l'entrepôt rejoindre Boris, Flore et Giovanna. L'amiante était présent à tous les étages du bâtiment B, puisqu'il a été extrait puis utilisé dans de nombreuses constructions durant le siècle dernier, jusqu'à son interdiction il y a 20 ans. L'amiante était présent à tous les étages du bâtiment B, puisqu'il a été extrait puis utilisé dans de nombreuses constructions durant le siècle dernier, jusqu'à son interdiction il y a 28 ans, comme chez nous.
Maître Parmigiano se devait d'intervenir malgré son épuisement et sa cloque au bec, sous peine de contaminer l'ensemble des ouvriers du secteur, qui à leur tour pourraient contaminer les infrastructures annexes on se sait comment. Heureusement, le démon cariste avait inhalé assez de ses fibres pour devenir celui qu'il est, mais aussi connaître la source du dance floor. Flore déambulait parmi les caisses en bois que Giovanna tentait de répertorier dans son calepin en cuivre. Le responsable d'entretien leur avait ordonné de rester en dehors des lieux, mais son histoire toxique commençait à les gonfler sérieusement. Il fallait que la farandole reprenne quoi qu'il en coûte, et ce, malgré le prix. Par la force des choses, les pas s'enchaînaient et Boris Fenwick connaissait désormais le rituel maléfique. Épuisés après tant d'efforts, ils décidèrent de tous se rendre à la piscine municipale pour faire un maximum de longueur. Pierce leur indiqua que l'eau ne devait en aucun cas être ingérée, même par dépit, car elle était sûrement contaminée par quelque chose encore. Il fut instantanément exclu du groupe et alla s'entraîner au bord de la falaise aux deux nœuds, celle qui surplombe la baie Résine et le marécage au serpent des délices, entré depuis peu au patrimoine mondial des endroits à connaître. Le maître nageur de l'établissement, unique employé de cet espace ludique et autonome en eau, était un ancien champion. Il avait été récompensé à plusieurs reprises en prenant la première place du podium à plusieurs reprises, et plusieurs fois médaillé en intégrant la seconde et troisième place du podium en même temps, et plusieurs fois de suite sans être premier. Ses participations étaient suivies et ses fans nombreux. Basile Peck en avait soufflé plus d'un. Le passé du démon cariste. Avant d'être ce qu'il est devenu, une silhouette charbonnée, capable de soulever des palettes d'ombre et d'alerter les tuyaux par simple présence. Il était apprenti cariste dans une scierie hydromécanique, nichée entre une usine de nougat armé et un silo à archives végétales. Là-bas, on ne déplaçait pas que des marchandises. Il fallait trier les caisses selon leur densité d'oubli, vérifier l'humidité mentale des planches et signer des bons de transfert au sang d'encre. Mais Silvio Lou avait un don rare. Il pouvait entendre les pensées des objets stockés. Un jour de canicule, alors qu'il manutentionnait un conteneur contenant de la ouate d'amiante narratif, une caisse s'ouvrit accidentellement. À l'intérieur, une relique, le filtre initial, un artefact formé de fibres interdites, capable de condenser l'angoisse d'un siècle en un seul souffle. Il respira. Juste une fois. Le souffle le déforma. Son dos se voûta. Sa voix se dissocia en deux tonalités distinctes, grave pour les affirmations, aigu pour les regrets, et ses yeux prirent la teinte exacte d'un extincteur abandonné. Le lendemain, la scierie avait disparu. Seul restait un transpalette, stationné au milieu d'un cratère de copeaux chauds. Il réapparut 5 ans plus tard dans les entrepôts de la zone B, toujours muet, sauf quand il chantait des consignes de sécurité dans un dialecte oublié. Les autres ouvriers le craignaient, mais respectaient son silence. Il ne dormait jamais. Il ne mangeait que des étiquettes logistiques, et il savait toujours exactement où étaient rangées les choses qui n'étaient plus censées exister. On dit qu'il cherche encore le filtre initial pour le recracher. Mais pour ça, il faudrait qu'il se souvienne comment respirer. Mais Médoc a encore fait un tour dans ses slips. On verra cela plus tard. Pour le moment. Elle ne parlait pas la langue du Nord-Sud, Médoc. C'est en France en plus, un pays frontalier de la Suisse. Rien à voir avec cette histoire, voyez-vous. Ils en ont parlé avec le géologue magasinier Ahmed Hock. Je reviens là-dessus, mais ils boivent beaucoup de wassimeleuse, boisson alcoolisée entre 11% et 15%, extraite de la fermentation des fleurs de wassimel. Tu te rappelles celle qui avait envahi Solimar, la 3e cité. C'est dommage qu'ils ne connaissent pas le Bordeaux, surtout le Haut-Médoc, mais ça c'est encore en France, un pays qui est juste à côté de la Suisse, un territoire qu'on appelle Europe dans un autre monde et qui ne sert pas à grand-chose, mon Dieu. J'ai donc oublié de prendre mes médocs. C'est ce qu'elles disent toutes. Quand elles ne les ont pas prises et qu'elles s'en rendent compte, sinon ça marche pas. Et puis je dis « elles », mais ça peut très bien être « il » ou « yel » maintenant, ou les deux, les trois, ou un autre truc. Ouh, j'y comprends plus rien du « tu ». Quelle farandole! Ah putain, j'ai carrément zappé le fil Kwakubé conducteur, comme le boa. C'est fini, je pense, non? On en est où, là? Attends. Je relis et je reviens en euros vers vous pour terminer ce chapitre et passer à autre chose, mon coquin. Mon coquin et tous ses copains pétorra. Je plaisante, bien entendu. Je plaisante bien dur, hein? Bon, allez. Ils étaient soyez, les copains et les copines.
La farandole terminée, le démon chariste était content de s'étirer alors que c'était Flore qui avait dansé pendant au moins 3 phases. Elle avait fait flamber le génial. 100 000 vaisseaux de guerre interstellaire étaient en orbite autour d'Anavwag. La farandole avait ajouté un destroyer titanesque de 20 km de long et 500 mètres de large par tranche de 1000 vaisseaux. Soit 100 destroyers en tout, bien sûr. Qu'en combat, chaque vaisseau accueillait 100 000 sentinelles. Une sentinelle par guerrier maudit. Ça fait quand même 10 milliards. Chaque destroyer était géré par un amiral et son équipage, un nettoyeur à sec et un androïde. Giovanna n'en revenait pas non plus. Elle sauta dans son fut et rata la 2e jambe. Elle se cassa la gueule en se ridiculisant comme d'habitude. Par contre, elle se péta la jambe et le coccyx. Je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça. Mais c'est bon, Flore a redansé la farandole et réparé la jambe et le cul de Giovanna. Elle était à 2 doigts de détruire toute la flotte en plus. Ça aurait été ballot la vache. On est passé à côté d'une catastrophe encore. Ouf! Les négociations purent enfin commencer. Flore n'arrêtait pas de danser la farandole du diable. Parfois pour retransformer les destroyers en vaisseaux cargo, la fois suivante pour réparer les erreurs de Giovanna, celle d'après pour cargo les destroyers dansés. Tout cela nous rendait fous quand soudain, le démon Boris Fenwick s'était caché derrière des caisses de marbre et quelques cartons de 30 sur 40, le tout en état stationnaire. La puissance globale l'avait consumé sans avoir eu le temps de s'y mettre. Flore avait très certainement épuisé le stock de farandole qu'il était supposé détenir, et pas elle, mais dorénavant, plus rien ne pouvait l'en empêcher. Les négociations commencèrent par une avalanche de rayons laser à fragmentation hyper grande, de missiles à tête de con, de plasma antigravité et de lettres recommandées à l'attention d'eux. Le diplomate préféré de l'impératrice, Nestor Daout, s'entraînait à préparer le futur traité de paix en sa présence, mais les conditions de victoire n'était pas au goût de l'amiral du 6e vaisseau semi-destroyer cargo. Il déposa un préavis sans en avertir sa direction, alors que son équipage organisait l'insurrection dans un coin sombre et plutôt spacieux des cales sèches du cargo destroyer amiral Laser. L'abus de farandole avait vraiment tout déglingué. Giovanna, hors d'elle-même, emprisonna Flore sans préavis et s'insurgea qu'il y ait encore des problèmes. Il fallait stopper cette tendance à l'emmerder tout le temps et juguler ce début de mutinerie en empêchant que l'idée se développe et n'atteigne les autres bâtiments stellaires de transport anti-plasma. Juguler, quoi! La contre-attaque était enfin prête, mais la moitié d'Anavwag détruite, surtout la partie ouest où se situait l'entreprise de BTP, et sans farandole, plus rien ne pouvait être reconstruit du coup. C'était le moment ou jamais de voler vers d'autres cieux comme la Team Rocket. Amiral sur la passerelle? Hurla l'annonceur de l'amiral sur la passerelle, dit la SP. En garde de la bande, nous nous préparons à être prêts. Hurla l'amiral de la 15e flotte. Amiral Magasin, tous les voyants sont au vert. Nous pouvons floquer nos artifices et choisir le dessert du paix. Mais nous ferions mieux de suivre la coordination vers Altama, ok? Hurla le lieutenant-chef sergent-caporal Piéton. Lieutenant-chef sergent caporal Piéton, je vous prie de vous mesurer. Affirmatif, mon amiral, je suis en sang. Amiral! Communication entrante sur le canal IGA. Hurla la surveillante de communication sur le canal I, dit la SDCCI. Je prends. Hurla l'amiral Magasin. Amiral Magasin, Hurla Giovanna. réglez le temps et l'espace, nous décollons. Impératrice Giovanna, sauf votre respect, toutes les flottes ont été construites en orbite. Pas besoin de décoller. Ok, alors arrêtez de décoller les gars, on y va, à vos 5 toutes. Hurla Giovanna. Giovanna, Flore et le démon chariste étaient à bord du premier destroyer. Ils étaient trop bien au frais wesh. Les 5 étaient prêts à être activés. Ils étaient 6. 6 à bord pour gérer les 5. Et ouais frère, ils étaient 100 000 vaisseaux cargo de combat interstellaires, 100 destroyers avec leurs équipages coordinateurs et 10 milliards de soldats. Flore se secoua le bas des reins et eut le bouge du dancing sur le swing de la digue. Elle dansa donc la farandole pour décupler par 100 toute la flotte, histoire d'être sûre d'anéantir la planète de Sergio et de gagner la contre-attaque, assouvissant ainsi la vengeance de Giovanna le Gélifié, impératrice d'Anavwag-les-Bros.
Ils étaient donc d'un coup 100 millions de vaisseaux cargo de combat interstellaires, 100 000 destroyers et 10 000 milliards de soldats, les plus grands guerriers de cet univers. Et vraiment, cette histoire commence à bien me faire chier. C'est quoi tout ce monde gros? Sergio était sidéré. Cloué sur l'asphalte à enjardiner les miettes. Le ciel s'assombrit. Altama fut bientôt entouré tel un bouclier de métal. La flotte complète incommensurable de Giovanna v'là la flotte était tous canons ultra-laser sortis, ciblant la planète Sheikh Laziz. Sergio décalqua un dessin de sa boîte de céréales préférée et sortit ses crayons de couleur. Il coloria le personnage avec ses crayons bleus en faisant attention de ne pas dépasser. Ensuite, il coloria la maison et les champs de Strifor, la céréale principale d'Altama qui, après être soufflée, était saupoudrée de fer, puis vendue par gros paquets pour le petit déjeuner de toute la planète. L'entreprise Striforex était internationalisée, d'où les fonds publics exorbitants pour ne pas protéger la planète, mais reconstruire la base d'Exami en bleu. Il vomit un peu sur ses coudes. Pour terminer, il coloria les montagnes et le ciel en bleu. On ne voyait plus aucun trait, mais une feuille entièrement coloriée en bleu. Tout ça pour ça. En plus, Sergio n'avait presque plus de bleu. Alors il mit la feuille contre le carreau et ça faisait comme un filtre bleu en regardant le ciel. À ce moment précis, il revint sur Terre. Il fallait réagir vite avant de se faire défoncer. Il savait que Giovanna était là pour la lui mettre. Giovanna n'avait pas la tente dans son sac. Elle activa les 5 et toutes les flottes tirèrent de leurs canons ultra-laser en même temps. La base d'Exami reconstruite n'eut même pas le temps de sortir le bout du pif la grosse grenouille. Flore dansa et s'emmêla les jambes dans ses bras avec la tête sous l'aisselle droite. Elle était coincée. Giovanna essaya de l'aider, mais Flore avait activé la farandole sans faire exprès et l'attira avec elle. Elles étaient toutes les deux emmêlées et coincées n'importe comment. Boris explosa de rire. Il explosa vraiment à cause de la farandole qui commençait à foutre un bordel de dégénéré. Une godasse vola sur le cadran de puissance des 5, l'augmentant au maximum. La puissance de la farandole gicla du premier destroyer pour se mélanger aux ultra-lasers en cours de tir, ce qui créa un gigantesque tourbillonnement. Sergio, toujours le roi du gâteau, admira ce spectacle grandiose, seul sur la terrasse du versant ouest du mont Grottoir où il avait établi une nouvelle tour. Malheureusement, le tourbillonnux avançait rapidement vers lui car Giovanna ne pensait qu'à lui au moment de sa formation. À l'impact, Sergio disparut. À y voir de plus près, il se servit de la force de distorsion temporelle pour s'échapper une microseconde juste avant l'impact grâce à son pouvoir. Il avait prévu toute cette mascarade depuis le début. C'est un malin. À la création d'Altama, il n'y avait personne. Il s'était intriqué avec la 3e lune Volymède et l'avait déplacée dans une autre dimension à l'abri des regards. Il se retrouva sur Volymède en un instant, juste avant que son monde et ses habitants soient anéantis. Giovanna et Flora fusionnèrent et devinrent Flovana, l'impératrice Farandole. Elle retourna fêter la victoire sur Anavoag. Sergio se retrouva seul sur Volymède, qui était désormais une planète dans le système Copax. Il rumina, fulmina, détermina. Attendons-nous au retour de Sergio.